Marceau, le soir. Wow, you got me. Marceau, le soir. Radio X. Il est 8h, on parlait tout à l'heure de ce fameux Ikea là, qu'on construirait à Québec, un gros magasin dans lequel Laurence pourrait aller magasiner. Et il y a Max qui nous a écrit, il dit, imagine-toi, tu parlais de la difficulté pour toi de monter une étagère que tu avais été achetée chez Ikea. Oui. Sa cuisine est arrivée dans 150 boîtes différentes. Impossible. Impossible. Je serais virée folle. Moi aussi. J'aurais tout retourné, moi. Chérie, je pense que c'est le temps d'aller chez ta mère en fin de semaine. Chérie, je pense que appelle ta mère, dis qu'elle prépare des petits plats pour les 30 prochaines années parce que on n'aura pas de cuisine. All right. Prochain invité. Il est journaliste, chroniqueur, auteur, conférencier. Son nom, c'est Christian Page pour sa chronique insolite. Salut, Christian. Salut à vous deux. Toi, tu vas-tu magasiner là, chez Ikea, toi? Oui, ça m'a... Écoute, je t'entendais parler de tes problèmes pour monter une bibliothèque. Tu sais. Ouais. Moi, mon anecdote, c'est avec un barbecue. Ah ouais? Je monte le barbecue. Je sais pas si toi t'es comme ça, mais tu vois, j'étais un gars très orgueilleux. Ouais. Fait que je monte le barbecue. Puis là, ma blonde me dit, il me semble qu'il reste des vis. Oh non! Moi, je suis le genre de gars. C'est parce qu'il y en met plus. Au cas où, tu sais. Ouais, moi, sais-tu qu'est-ce qu'elle m'a fait la dernière fois, Christian? Non, vas-y. Elle a dit, mettons que mon père, il vient, là, tu penses qu'il pourrait t'aider? L'insulte. Aïe. Fait que là, moi, je dis non, il en met toujours plus. 2 semaines après, le brûleur est tombé dans le fond du barbecue. Aïe. Ah oui, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Puis c'est souvent traduit avec tellement un bon français. Ouais. Prenez le gauche dans le bout, truth, mettez vite. OK. On a tout compris. Ouais. Oui, t'es un bon imitateur de plan Ikea, sérieusement. Ouais, c'est ça. En suédois, là, traduit en français, tu peux quasiment sentir l'accent là, quand tu lis le dépliant. Ah non, puis il y a à peu près 14 sortes de vis, puis eux autres, là, au lieu de les numéroter, les vis avec les numéros sur les vis, eux autres, ils les dessinent. Ouais, c'est ça. Tu regardes le plan, puis tu regardes ta vis, tu dis, c'est cette vis-là. Puis tu regardes les vis, puis tu te dis, ils sont toutes pareilles. On dirait que, me semble, celle-là est censée aller là, mais elle visse pas. Oui, c'est ça. Puis là, où tu lis le plan, c'est marqué prenez la vis de 3 cm. Pour côté, c'est prenez la vis de 3,5 cm. C'est laquelle la différence entre les deux? Ah ouais. Moi, tant qu'elle me dit pas demande à mon père, là, je suis correct. Ouais. Hey, Christian, pour ta chronique insolite, tu voulais nous parler de Prince, du chanteur Prince qui est malheureusement décédé. On sait que Prince est décédé la semaine passée. Bon, ouais. ça nous a tous pris un peu par surprise. Ouais. Écoute, il y a quand même une petite anecdote. Je ne parlerai pas de Prince pendant une demi-heure, mais il y a une petite anecdote à propos de Prince qui est amusante que peu de gens savent. Est-ce que tu savais, toi, que Prince, quand il est né, en fait, dans sa petite enfance, il avait de graves problèmes de santé. Ah oui. Et il aurait été guéri presque miraculeusement. Fait que je vous ai envoyé un petit clip audio. Je sais pas si vous les avez reçus. Oui. Mais écoute, on va faire entendre le petit clip de Prince, si tu le veux bien. Puis après, j'expliquerai ce qu'il raconte. Puis tu vois, c'est presque charmant. I've never spoken about this before, but I was born epileptic. And I used to have seizures when I was young. And my mother and father didn't know what to do or how to handle it, but they did the best they could with what little they had. And my mother told me one day I walked into her and said, Mom, I'm not going to be sick anymore. And she said, why? And I said, because an angel told me so. Now, I don't remember saying it. That's just what she told me. And from that point on, I've been having to deal with a lot of things, getting teased a lot in school, and I just become thankful. I don't know. Mon Dieu, on croirait écouter la voix. Ben oui, absolument. Donc, écoute, ce que Prince raconte, c'est lorsqu'il est dans sa petite enfance, ouais. Il était atteint d'épilepsie et il avait des crises d'épilepsie. Et à un moment donné, il est arrivé à la maison et là, il a dit à sa mère, écoute maman, je ne serai plus malade. Et sa mère de lui demander là, pourquoi il disait ça. Et là, il lui répond, parce qu'un ange me l'a dit.
Bon, ce que dit Prince dans cette entrevue, d'ailleurs, c'est la seule fois qu'il a jamais parlé de cet incident-là, et c'était lors d'une émission de télévision au réseau PBS en 2009. Et là, il dit, après ça, je me rappelle pas, moi, avoir dit ça à ma mère, mais elle m'a raconté l'incident, là, des années après. Et là, il raconte que, effectivement, dans l'adolescence, on le sait, Prince mesurait 5 pieds 2, et ça a toujours été pour lui un peu une sorte de tare qu'il a essayé de combattre. Et là, il dit, j'ai essayé de combattre ça en essayant d'être bruyant, en essayant d'être plus flamboyant. Et pourtant, c'est amusant parce que c'est pas de ça qu'on va se rappeler de lui. C'est son grand talent de musicien. Mais son œuvre. Oui, absolument. Tu sais. Mais enfin, et c'est amusant de voir que cette petite anecdote là, en disant j'ai peut-être été guéri par un ange quand j'étais enfant. C'est quand même assez surprenant d'entendre ça de la bouche de Prince lui-même. Tu sais. Mais ces artistes ont toujours des petites histoires spectaculaires à raconter. Oui, ça commence toujours par des enfances difficiles. Hein? Oui, et c'est vrai que dans le cas de Prince, c'est un type qui était très proche de la spiritualité. Tu sais, il y avait toutes sortes à la fois son personnage flamboyant, mais également dans ses attitudes, dans ses discours, dans ses lectures. Il y avait toujours un peu cette approche un peu mystique ou ésotérique qui l'a toujours un peu différencié des autres musiciens de cette catégorie. Tu sais. Fait que voilà pour Prince. All right. Okay. Hillary Clinton en remet sur les ovnis. Ben oui, Hillary Clinton, écoute. Là, on commence à se demander, là, ça n'en fait pas un peu une obsession, là. Bon, on le sait, depuis le début de sa campagne, on le rappelle aux auditeurs, parce que toute l'attention semble être sur le charmant et très versatile Donald Trump. Mais il n'est pas seul dans la campagne aux États-Unis. Donc Trump, on le sait, il est pour les démocrates, alors que Hillary Clinton essaie d'être la représentante du parti. Trump est pour les républicains et Hillary Clinton fait course pour être chez les démocrates. Et voilà que, en début d'année, elle a dit alors qu'elle bataillait, entre guillemets, là, pour le New Hampshire, elle a dit, si je suis élue éventuellement à la Maison-Blanche, ce qui inclut qu'elle serait élue à la tête du Parti démocrate, elle a dit, si je suis élue à la Maison-Blanche, je vais réouvrir une enquête sur les objets volants non identifiés et je vais rouvrir une enquête sur la fameuse zone 51. Donc cette zone 51, on en a déjà parlé, c'est une base militaire qui se trouve près d'un lac asséché dans le désert de l'Arizona et qui est le désert du Nevada, pardon, et qu'on appelle la base de Groom Lake. Et selon la rumeur des amateurs d'extraterrestres, il y aurait là des ovnis sur lesquels l'armée américaine ferait de la rétro-ingénierie, c'est-à-dire on prend ces engins-là, on les déconstruit pour voir si on ne peut pas appliquer cette technologie-là sur des engins conventionnels. Donc tout ça, c'est la rumeur, et là, voilà qu'Hillary Clinton dit « je vais faire ça ». Et puis voilà qu'elle en a remis après ça à quelques reprises, à 2 reprises en fait, elle est revenue sur cette histoire d'OVNI, et voilà que la semaine dernière, elle était, si on peut dire entre guillemets, dans son chef-comté qui est New York. Elle était invitée à une émission à East Harlem, une émission qui s'appelle The Breakfast Club. C'est la radio du 105,1 pour les gens du Queens. Et voilà qu'elle se retrouve sur un plateau et un des co-animateurs de l'émission, un type qui s'appelle Leonard McKelvey, dit lui-même croire aux ovnis et dit même avoir été enlevé par les extraterrestres. Alors, tu comprends qu'Hillary Clinton, qui se retrouve à la table, est un petit peu piégée et on écoute pendant 1 minute à peu près ce qui est suivi dans la discussion. If you become president, are you really going to tell the truth about UFOs? Because I'm a big extraterrestrial. Are you a big guy? Huge. I saw a flying saucer when I was in 3rd. He actually got in South Carolina. In South Carolina. Yeah, I have said I want to open the files as much as we can. I mean, if there's some huge national security thing and I can't get agreement to open them, I won't. But I do want to open them because I'm interested. Do you believe? I don't know. I want to see what the information shows, right? But there are enough stories out there that I don't think everybody is just sitting, in their kitchen making them up. I think that people see things. What they see, I don't know. Yeah. Mm-hmm. But we've got to try to, give people information. I believe in that. Wow. Ouais, et là, tu vois, ce qu'elle dit, elle le réitère encore. Elle met simplement le bémol de dire, écoutez, je vais le faire.
À moins, bien sûr, que pour des raisons de sécurité nationale, il y a des éléments que je ne peux pas rendre publics. Et là, elle explique très bien, elle dit, parce qu'on lui demande, est-ce que vous croyez? Elle dit, je ne sais pas si je crois ou ne crois pas, et je pense que c'est pas là le débat. Il y a plein de gens qui rapportent avoir vu des choses bizarres dans le ciel, et à mon avis, ces gens-là n'ont pas tous inventé ce qu'ils racontent. Donc, c'est un peu la position que tient Hillary Clinton. C'est la position qu'avait tenue également son mari. Déjà, elle a invité à des émissions des talk shows de fin de soirée aux États-Unis. Il s'était déjà exprimé sur la question et il a même avoué qu'il s'était un peu intéressé à l'affaire de Roswell. Il avait demandé à des conseillers autour de lui à l'époque où il était à la Maison-Blanche de regarder un peu s'il y avait un fond de vérité dans cette histoire de Roswell, et il s'était également intéressé à l'histoire de la zone 51. Alors, Hillary Clinton, finalement, ne fait un peu que reprendre le relais de ce que son mari avait déjà fait. Et là, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'elle revient avec ça? Parce que tu comprends que ses adversaires en politique exploitent ça, en disant, ben là, si Hillary Clinton s'en va à la Maison-Blanche, ça va être qui son conseiller? Un petit homme vert, un Vénusien? Donc, c'est vrai, on se moque un peu de ça. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi Hillary Clinton se met-elle un peu dans cette situation, disons, vulnérable? Parce que c'est sûr, faut pas se le cacher, quand on est en politique, parler des ovnis, des soucoupes volantes, c'est pas la meilleure affaire à faire. Mais en même temps, Christian, tout est calculé quand tu es en politique puis quand tu es en campagne électorale. J'imagine qu'elle a vu les sondages concernant les Américains, à savoir combien d'Américains croient aux ovnis. L'intérêt des Américains par rapport à ça. L'intérêt des Américains par rapport aux ovnis. Qui croit que dans la zone 51, il s'est réellement passé quelque chose il y a de ça plusieurs années? J'imagine que c'est pour ça, Christian? Bon, ben Yannick, on va se reparler la semaine prochaine. C'est ça? En fait, t'as tout compris. Parce que, bon, bien sûr, et on remet pas ici en question un intérêt sans aucun doute réel d'Hillary Clinton qui s'intéresse à la question des ovnis. Mais pourquoi prend-elle position de manière soutenue et publique? Ouais. Ben, tu viens de le mentionner. Un sondage mené notamment par le National Geographic Society en 2012 montrait que 30% des Américains croyaient que la Terre avait déjà reçu la visite d'extraterrestres. 80% des Américains croyaient que le gouvernement américain cachait des informations sur les ovnis. Alors, inutile de dire que 80% des Américains, ça représente un potentiel de vote plutôt appréciable. Il n'y a jamais rien qui est laissé au hasard. Jamais. Non, voilà, parce que tu comprends, elle n'a pas fait de déclaration un petit peu ridicule du genre « je suis un extraterrestre » ou etc. Elle se contente simplement de dire « je vais essayer d'aller au fond de cette question-là ». Et en demeurant prudente, elle, bien sûr, elle s'attire la sympathie de tous ces gens qui se disent, ben, peut-être qu'on nous cache des choses. Et là, ben, si Hillary Clinton veut faire preuve de transparence, bien sûr, qui serait contre la vertu? Voilà. Christian, la NASA sort de son silence concernant les théories du complot? Oui, et ça, j'ai été très surpris de ça. Tu sais, la NASA, c'est peut-être l'organisme américain, j'allais dire gouvernemental, mais en fait, la NASA est un organisme paragouvernemental. C'est-à-dire qu'une grande partie de son financement vient de fonds publics et une partie de son financement également vient de contrats avec le gouvernement américain. Donc, elle est un peu à cheval entre les deux. Mais de tous les organismes proches du gouvernement de cette manière-là, la NASA est sans aucun doute l'organisme qu'on a le plus diabolisé. Hein. Les amateurs de complot tirent à boulet rouge sur la NASA, où on n'a pas été sur la Lune, puis que tout ça a été monté dans un studio, où on est allé sur la Lune et on a vu des bases d'extraterrestres qu'on ne dit pas aux gens. Et là, écoute, tous les complots que tu peux imaginer, la NASA, quelque part, y aurait été impliquée. Et là, depuis quelque temps, ces théories du complot, et en particulier chez les amateurs d'OVNI, ciblent la station orbitale, l'ISS, la station orbitale internationale. Parce que, très souvent, la station, bon, j'essaie d'expliquer un peu de manière schématique, il y a des caméras installées sur la station spatiale internationale. Et on peut, via un lien Internet live, on peut se brancher sur ce lien-là et voir, donc, en direct, des images de l'espace qui nous montrent la Terre, notamment, puis on voit d'excellents levers de terre, là, avec le soleil au loin. C'est vraiment magnifique.
Et là, de temps à autre, quand les gens qui s'intéressent aux ovnis, ils enregistrent des heures et des heures de ces transmissions et regardent ça à satiété jusqu'à temps de voir un petit point qui apparaît à gauche et à droite. Et là, bien sûr, tu comprends, ils crient aux ovnis. Et souvent, il y a des interruptions dans ces transmissions-là. On regarde, puis là, tout d'un coup, après 20 minutes, la transmission s'interrompt pendant 30 minutes, puis hop, elle reprend. Et là, il n'y a pas vraiment d'explication, si ce n'est que il n'y a plus de signal. Alors là, les tenants du complot disent, encore une fois, c'est la NASA, on devait voir un ovni, et là, la NASA a décidé de tirer la plug pour pas qu'on voit ça. Et ça se multiplie là, à la société. Et là, la semaine dernière, et c'est là parce que la NASA n'a jamais répondu à ces théories du complot en disant, écoute, on a autre chose à faire. Mais voilà que la semaine dernière, il y a une représentante de la NASA, une porte-parole de la NASA, Mme Thompson, qui a décidé de faire un commentaire et elle a dit, je sais bien que ce commentaire ne fera pas taire les tenants du complot, mais elle permettra aux autres de comprendre ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe? Voici. Elle dit, la station orbitale, quand on voit des images de l'espace, c'est un interlude. C'est parce qu'on n'a rien d'autre à faire que de faire ça. Donc, les équipements de la NASA sont utilisés pour transmettre en direct de ces images de l'espace. Mais on le comprend, la station orbitale internationale n'est pas là pour nous renvoyer des images de la Terre. Tu comprends? C'est pas ça l'objectif premier, c'est de faire de la recherche. On oublie parfois qu'il y a des astronautes qui sont là-dedans, il y a des gens qui travaillent, on fait des expériences. Et bien sûr, les équipements sont souvent réquisitionnés par ces astronautes pour envoyer de l'information aux stations sur Terre, etc. Donc, ce qu'elle explique, Mme Thompson, elle dit, quand on n'a pas besoin de... parce qu'évidemment, on parle ici de tout un équipement informatisé. Donc, si on n'a pas besoin des banques mémoire et des bandes de transmission, évidemment, on va transmettre des images de la Terre, de l'espace, et tant mieux si les gens se régalent de ces magnifiques images. Ouais. C'est sûr que si un astronaute a de l'information, des données télémétriques à transmettre sur Terre, écoute, on va couper les images, puis on va utiliser les antennes de la NASA pour transmettre ces informations-là plutôt que des images de l'espace. Et je pense que les gens, là, si on fait preuve d'un peu de sens critique, moi, je pense qu'on comprend ça, puis ça me semble tout à fait fondé. Effectivement. On dit, c'est sûr que si on a besoin de l'antenne pour envoyer des résultats de recherche, ça paraît plus important d'envoyer ça aux scientifiques qui travaillent sur Terre que de nous montrer un lever de terre dans l'espace. Là. Et ça, on comprend ça. Bon, et évidemment, Mme Thompson dit, je sais bien que cette explication-là ne fera pas taire les amateurs de complot qui vont continuer à crier que lorsqu'il y a une interruption du signal, c'est dû à une dissimulation d'informations sur les soucoupes volantes. Mais enfin, les autres auront peut-être compris à quoi sert tout ça. La semaine dernière, il y a un auditeur qui nous a écrit puis il a demandé si tu pouvais te prononcer sur le mystère d'Oak Island. Et c'est ce que tu fais cette semaine. Oui, c'est ça. Donc, on prend quelques minutes. C'est pour parler de cette histoire d'Oak Island. C'est une série qui a pris l'antenne, l'affiche, au canal Historia. Et en français, c'est La malédiction d'Oak Island. Et en anglais, évidemment, c'est The Curse of Oak Island. Et cette série nous raconte les efforts de deux frères, Marty et Rick Lagina, qui tentent de percer le secret d'Oak Island. Alors là, je te fais un peu un historique de cette histoire d'Oak Island. Tout ça commence en 1795. On a trois adolescents qui parce que l'île aux Chênes ou l'île Oak, en fait, c'est une petite île qui se trouve dans la baie de Mahone en Nouvelle-Écosse. Oui. Et cette île-là, en 1795, elle était inhabitée. Alors là, on a ces trois. Et de temps en temps, des riverains allaient dans l'île, allaient à la pêche et se montaient un petit camp dans l'île, mais il n'y avait aucune habitation permanente. Et là, en 1795, on a trois jeunes qui débarquent dans l'île, et là, à un moment donné, en se promenant dans l'île, selon la légende, bien sûr, ils arrivent dans une clairière, et là, ils s'aperçoivent qu'il y a des souches d'arbres, donc quelqu'un a coupé des arbres, et au milieu de ce déboisement, il y a un chêne avec une branche coupée, et pendant à cette branche coupée, il y aurait un palan, comme ceux que l'on retrouvait là pour les voiles sur les vieux navires là, de la Renaissance, là, les navires de pirates, on peut s'imaginer ça. Et là, nos trois jeunes regardent juste à la verticale de cette poulie, il y a une dépression dans le sol, et là, ils se disent, ça doit être quelqu'un qui est venu enterrer un trésor.
Alors, ils reviennent avec des pelles, ils commencent à creuser, et là, à 10 pieds de profondeur, ils trouvent une plateforme en bois. Là, on parle de billes de bois attachées les unes aux autres par des cordages. Alors, ils défont des cordages, convaincus que le trésor est en dessous de cette plateforme de bois, et ils l'enlèvent, et qu'ont-ils découvert? Un trésor? Non, du sable. Alors, ils ont continué à creuser. Des lingots d'or. Non, ils ont continué à creuser, et 10 pieds plus bas, devine ce qu'ils ont trouvé. Un trésor? Non, une autre plateforme en bois, identique à la première. Alors, ils l'ont enlevée. Ouais. Ils avaient encore de la terre. Ils ont creusé et 10 pieds plus bas qu'ont-ils trouvé? Un trésor? Des lingots une d'or! autre plateforme en bois. Et tout ça pour te faire une histoire, on arrive à 90 pieds. Ouais. Et là, écoute, t'auras bien compris qu'ils n'ont pas creusé à 90 pieds pendant un été, là. Donc, ils ont creusé jusqu'à 30 pieds au début. Et là, comme ils trouvaient rien, mais ils étaient convaincus là, qu'on était en présence d'un trésor, il devait y avoir quelque chose, ils ont dissimulé l'entrée de ce trou-là. Ils sont revenus quelques années après. Ils avaient réussi à intéresser des financiers. Et là, on a continué à creuser, et à creuser, et à creuser. On a creusé comme ça pendant des années. Et là, arrivé au niveau du 90 pieds, on est rendu à peu près en 1850. On va trouver une pierre, on raconte en fait, qu'on va trouver une pierre sur laquelle aurait été écrit en une sorte de code, quelque chose du genre 10 pieds plus bas, 2 millions de livres ont été enterrés. Oh. Alors on prend la roche, on l'enlève et on enlève la plateforme de bois et ça donne qu'on était un vendredi soir en fin d'après-midi. Alors là, les gars ont dit, écoute, il n'y avait pas de syndicat, mais ils se sont dit quand même, on va revenir lundi matin. Mais quand ils sont arrivés le lundi matin, le trou était rempli d'eau. Fait que là, ils ont dit, ouais, ça s'est rempli durant la fin de semaine. Fait qu'ils ont commencé à pomper l'eau. Ils ont pompé pendant 2 jours. Là, il y en a un d'entre eux qui a dit, attends une minute, moi, il goûtait à cette eau-là. Et alors, il goûtait, il s'est aperçu que l'eau était salée. Il disait, hey, les gars, je pense qu'on est en train de pomper l'océan par notre trou, tiens. Fait qu'on va pomper longtemps. Et effectivement, ils ont découvert qu'il y avait comme 2 canaux d'irrigation qui emmenaient l'eau à l'intérieur du puits. Bref, tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, en 2016, on a tellement creusé de trous pour dériver l'eau, pour faire toutes sortes de trucs, pour essayer d'aller au-delà de cette fameuse plateforme du 90 pieds, que tout ça s'est effondré. Tous ces puits-là se sont effondrés les uns sur les autres. Et si tu vas dans l'île aux Chênes aujourd'hui, tu vas te retrouver devant un immense trou d'une 20aine de mètres de diamètre, qui est un immense trou de boue. Et dans ce gros trou de boue, il y avait le puits original. On n'a jamais rien ressorti de valeur de ce trou-là. Même l'histoire des plateformes de bois, même l'histoire de la roche avec le code secret marqué dessus, tout ça relève presque de la légende. Donc, c'est très incertain. Toute l'histoire de ce trou-là, on creuse, on a trouvé un ciseau, on a trouvé une petite roche, mais on n'a jamais rien trouvé de valeur à l'intérieur de ce puits-là. Okay. Est-ce une malédiction ou est-ce que ce puits-là n'est finalement qu'une sorte de fantasme qui a été imaginé par des gens qui ont trouvé des billes de bois après avoir creusé à 10 pieds de profondeur? C'est difficile à dire. Mais jusqu'à maintenant, on a investi des millions de dollars pour aller au fond de cette histoire, parce qu'il y a des gens qui restent persuadés qu'il y a un trésor de caché au fond du puits. Et cette fameuse roche-là, est-ce qu'on l'a toujours en notre possession? Bien sûr que non. C'est pour ça que je te dis que ça relève presque de la légende. Tu sais, on sort une roche avec un code de 20 pieds, 10 pieds plus bas, 2 millions de livres. Mais quand tu demandes, mais où elle est la roche? On n'a aucune photo de la roche. Pourtant, la photographie existait à la fin du 19e siècle. On n'a pas de photographie de la roche. On n'a même pas une transcription exacte de la roche. Et là, on raconte que la roche aurait fini comme pierre de foyer quelque part chez un des découvreurs originaux du fameux puits, mais on l'a pas. Il y en a d'autres, évidemment, qui vont dire, toute cette histoire-là de la roche, c'est une pure invention pour essayer d'attirer d'autres investisseurs à creuser dans le fameux puits en question. Je peux pas me prononcer, Yannick, à savoir est-ce que oui ou non, il y a eu un trésor qui a été enterré dans ce puits-là. Ce qui est curieux, c'est vrai qu'il semble que tous les 10 pieds, jusqu'au niveau de 90 pieds, on trouvait de ces fameuses plateformes de chêne, et on a même trouvé de ces plateformes en fait, c'est des billes de chêne, on trouvait sur certaines de ces plateformes de la fibre de noix de coco, pour les rendre plus étanches. Or, inutile de dire que la noix de coco, ça pousse pas en Nouvelle-Écosse. Voilà. Donc, il a bien fallu qu'on amène ça de quelque part. Mais il y a des choses qui sont intrigantes là-dedans. Le problème avec l'émission,
c'est qu'on fait feu de tout bois. Moi, j'ai vu là, des types arriver là. Chaque semaine, il y a les frères Laglina qui semblent très intéressés de solutionner cette énigme, qui ont mis beaucoup d'argent là-dedans. Et là, chaque semaine, tu vois un type qui débarque, qui dit « Ah, moi, je vais vous le dire ce qui est caché dans le trou. C'est le trésor des Incas. » Wow! La semaine d'après, t'as un autre coin qui arrive, qui dit « Ah, non, c'est pas le trésor des Incas, c'est le trésor de tel ou tel pirate. » Et la semaine suivante, « Ah non, c'est le trésor des francs-maçons ou le trésor des Templiers. » Écoute, ça n'en finit pas. C'est chaque semaine, c'est un nouveau trésor qui serait caché dans le fond de ce puits-là. C'est un peu ridicule, ça. Et on accepte ça et on nous présente ça. Je comprends qu'on fait de la télé, donc on doit essayer d'alimenter le truc. Le truc le plus ridicule que j'ai vu, c'est durant la diffusion de la saison 3, il y a un type qui arrive, écoute, il y a une serviette, il ouvre une boîte, et là, il y a une serviette, et dans la serviette, en étoufflé là-dedans, là, tu te dis, il va sortir un petit faux ou un petit fiot. Pas du tout. Il défait ça, et il y a une épée romaine. Et là, il dit, voici une épée romaine que mon père aurait trouvée dans l'eau, à quelques mètres à peine de la côte de l'île aux Chênes, ce qui prouve que les Romains seraient venus dans l'île, et c'est eux qui auraient enterré le trésor. Et là, on regarde ça, puis là, tout le monde sont comme ébahis, wow, une épée romaine. Moi, quand j'ai vu ça à la télé, je me suis dit, hey, j'ai déjà vu, moi, cette épée-là. Je me rappelais que quand j'avais été visiter avec ma blonde Rome, il y avait toutes sortes de kiosques qui vendaient, des vendeurs de bebelles pour les touristes qui en vendaient de ces épées-là. Écoute, j'ai fait une recherche, là, il m'a fallu quelques secondes, là, à peine, là, j'ai fait une recherche, là, eBay Italie, et là, écoute, la même épée, là, que l'on voyait à l'émission de La Malédiction de l'île aux Chênes, la même épée, là, tu pouvais l'acheter pour quelques dizaines d'euros sur eBay en Italie. C'est un attrape touriste. OK. Ben oui, de la façon dont tu nous le décris, effectivement. Moi, c'est dans ton histoire que je trouve intéressante. Les ouvriers, là, les gars là, qui se sont fait dire que 10 pieds plus bas, il y avait un trésor. Mettons que toi puis moi, on est en train de creuser, puis c'est vendredi. Là. Tu sais, c'est le temps de la bière. Et là, on vient de découvrir qu'à 10 pieds plus bas, il y a un trésor qui vaut plusieurs millions de dollars. Là. Ouais. Tu penses-tu que je vais rester sur l'île ou tu penses que je vais retourner chez nous, mettons? Ouais, quand même, donnons le mérite aux ouvriers dans le sens que la pierre n'a pas été décodée tout de suite. C'est ça qui est malheureux. Okay. Ils sortent la pierre, puis là, la pierre, il y a comme un code dessus. Ouais. Ils se la passent, selon la légende, ils se passent la pierre entre les mains, il n'y a pas personne qui peut lire ça. On dirait un peu comme des hiéroglyphes. Là, finalement, ils pitchent la pierre, puis je dis, bon, ben, tant pis pour la pierre. Puis là, ben, on est rendu à 90 pieds, on viendra lundi. Fait que là, le lundi, ils reviennent, comme je t'ai dit, puis là, le puits est rempli d'eau. Entre-temps, la pierre a été ramenée à Halifax. Et là, quelques semaines après, il y a un poireau qui arrive, « Hey, j'ai décodé la pierre! » Ça disait, 10 pieds plus bas, 2 millions de livres ont été enterrés. Tout c'est ces compagnons qui disent, c'est temps de le dire, maintenant le trou est plein d'eau. OK, ben je comprends mieux, mais tu sais, leur réaction, tu sais, le vendredi après-midi, là. Ouais, mais c'est une histoire fascinante, hein, là, on la raconte un peu à la blague. Ouais. C'est une histoire fascinante. C'est intéressant. Mais le fait qu'on n'ait jamais rien ressorti de valeur de ce puits-là, à part une roche, des ciseaux espagnols à un moment donné, on aurait trouvé aussi une petite pièce de monnaie datant de 1652, mais rien de valeur. Et au moment où on se parle, écoute Yannick, c'est très sérieux, on a investi près de 30 millions de dollars pour creuser dans ce sacré puits-là. C'est beaucoup d'argent. 30 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent pour quelque chose que tu sais pas ce qu'il y a là. En fait, la chasse de l'île aux Chênes, hein, le Oak Island, c'est assez amusant parce que je me rappelle à un moment donné, à une époque, dans les années 60, 70, l'île a appartenu à un Montréalais. Et j'ai eu la chance de faire une entrevue avec lui il y a quelques années, au début des années 2000. Il m'avait dit, et ça résume bien la chasse au trésor de l'île aux Chênes, il dit, écoute, il dit Oak Island, il dit, c'est la seule, d'habitude, il dit, quand tu cherches un trésor, tu sais ce que tu cherches, c'est tu sais pas où tu cherches. Dans le cas de l'île aux Chênes, on sait exactement où on cherche, mais on sait pas ce que l'on cherche. Effectivement. Puis je trouve ça intéressant parce que tu m'en parlais, puis je regardais voir sur Internet si on avait de belles photos d'Oak Island, et effectivement, c'est très facile d'en trouver, là.
Oui, absolument. Bon, je peux pas me prononcer. Bon, la malédiction. Ce qu'il faut faire attention avec cette série-là, c'est de pas avaler toutes les hypothèses qu'on nous sort, là. Le trésor des Mayas, le trésor des Incas, le trésor des Templiers, le trésor d'un tel puis d'un tel. Bon, il y a des trucs là-dedans qui tiennent pas la route. Mais, initialement, si on retourne à l'origine de l'énigme, le fait qu'on trouve ce fameux puits avec des plateformes tous les 10 pieds, de la noix de coco, c'est sûr que c'est intriguant et on peut sérieusement se poser la question, est-ce qu'on a enterré quelque chose dans l'île aux Chênes, l'île Oak? Et si oui, qu'est-ce qu'on a enterré pour l'enterrer? Quel était cet objet pour qu'on l'enterre si profondément? Christian, la semaine prochaine, est-ce que tu es avec nous en studio ou ben on fait une autre rencontre mercredi? Ben, je pense qu'on va devoir faire une rencontre mercredi parce que je ne pourrai pas être en studio avec vous vendredi, mais mercredi, je serai là sans faute. Parfait. Merci beaucoup, Christian. Ça marche. Ciao. Bye bye. Christian Page, journaliste, chroniqueur, auteur, conférencier. Allez faire un tour sur sa page Facebook ainsi que sur sa page web, christianpage.ca. D'ailleurs, son livre, L'enquêteur du paranormal au cinéma, je l'ai terminé, puis je vais le conserver. Quel beau livre, quel livre intéressant. 8h30 live à radiox.com pour nous joindre en studio, 670-9098, 1877-440-24.